Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour annoncer la sortie de notre nouveau livre Customer Experience Redesign, écrit avec Valérie Vax qui est à mes côtés. Valérie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci d'être présent ce vendredi. Je suis donc Valérie Vax, co-auteure avec Gabriel de Customer Experience Redesign, qui est une sorte de somme de toute notre connaissance méthodologique et de fond sur l'expérience client. Ouais, Donc, tout à fait. Donc c'est le troisième livre de notre collection de méthodes. Donc le premier qui existe depuis bientôt 1 an et que vous avez connu aussi lors d'un premier webinaire à la fin du premier confinement, c'est Acquisition Strategy Design, autour des stratégies d'acquisition. C'est le même type de méthode, c'est le même format. On va vous présenter celui sur l'expérience client aujourd'hui. Le deuxième en juin, c'était écrit avec Chloé Duval, 3 méthodes marketing pour les RH. On y parle de marque employeur, de recrutement et d'expérience collaborateur. Et donc cette fois-ci, Customer Experience Redesign, et on a bien un re parce que en général, il y a déjà une expérience. Et celui-là, on va vous le présenter aujourd'hui, vraiment le livre, la méthode, et on a prévu aussi 3 autres webinaires avec des professionnels, des experts qui ont participé au livre pour rentrer plus en profondeur sur les différents sujets de l'expérience client. On vous annoncera ça à la fin. Tu veux ajouter quelque chose en plus avant qu'on commente les sondages de la semaine non, je vais autour de relaisser l'expérience client? commenter les sondages parce que je pense que ce webinaire est riche et on a beaucoup de choses à vous dire. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est une nouvelle rubrique qu'on va un peu instaurer à l'occasion de nos webinaires. C'est une rubrique sondage. Effectivement, vous le savez, les sondages sur LinkedIn marchent très bien et c'est aujourd'hui le post qui ont le plus de reach. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent c'est chiant les sondages, on en a marre de répondre à des questions cons. On essaye pour notre part de faire des questions intelligentes et qui vous font réfléchir. On n'y arrive pas à tous les coups et il nous arrive de céder à la question con aussi. Là-dessus, on n'est pas parfait. Donc avec plus ou moins de succès, nous avons fait plusieurs sondages cette semaine pour annoncer ce webinaire sur l'expérience client et pour en discuter. Un premier qu'on a lancé vendredi dernier, qui était peut-être une question con, en tout cas qui n'a pas très bien marché. Je vous le partage à l'écran. Une seconde. Hop. Je vous partage mon fil d'actualité. On a eu un sondage sur... C'était pas le télétravail. Non, ça c'était au-dessus. J'y reviens. Avez-vous eu des mauvaises expériences clients? Je pensais avoir plein de succès là-dessus, mais finalement on n'a eu que 50 votes, avec plutôt des réponses sur oui, non. Ce qui est rigolo, c'est qu'on commence le livre avec, et ça on vous le montrera tout à l'heure, cette question-là de savoir qui a ou pas des bonnes expériences clients. On en a tous eu dans notre vie et c'est important de s'interroger là-dessus, sur ce que ça amène en termes de réflexion, en termes de visualisation de ce qu'est l'expérience client. T'as un mot à ajouter là-dessus, Valérie? Ben, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de se mettre dans les chaussures du client. Et d'ailleurs, dans le livre, on commence effectivement par une question qui est quelle est votre meilleure expérience? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'avez-vous fait après? Quelle a été votre mauvaise expérience? Parce que c'est important de prendre conscience, en fait, évidemment, que le client a des émotions, a des sentiments et que ce sont elles qui conditionnent ses actes par rapport à votre marque. Alors, deuxième sondage sur le sujet, un peu moins con, j'espère, et dont les retours sont intéressants. C'est le sondage que j'ai fait hier. Quelle est l'étape la plus importante pour réussir sa stratégie d'expérience client? On va détailler l'ensemble de ces étapes qui font partie de la méthode. Et on posait la question entre segmentation client, parcours client, suppression des irritants, enchantement. Le parcours client ressort grand gagnant. Pendant très longtemps, la suppression des irritants était plutôt à la traîne. On a commencé à intervenir dans le sondage. Je vous ai mis d'ailleurs le sondage dans le chat.
On a commencé à intervenir dans le sondage pour dire que nous, on était quand même plutôt pour la suppression des irritants, ce qui l'a fait un peu remonter. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces retours. Tu veux le commenter, Valérie? Alors là encore, la segmentation, vous le verrez, on va en parler, et d'ailleurs elle a suscité quelques débats chez nous, la segmentation client, les clients sur lesquels on veut se focaliser en priorité. Le parcours client, évidemment, c'est l'épine dorsale de la méthode. La suppression des irritants, pour Gabriel et moi, on a convergé là-dessus, c'est effectivement un des objectifs prioritaires, si ce n'est l'objectif prioritaire de l'exercice de Customer Experience Redesign. Et bien sûr, l'enchantement, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, et c'est important, bien sûr, mais il faut avoir déjà travaillé sur les irritants, et c'est ce qui va vous différencier, évidemment, de la concurrence. Bah, c'est comme dans toute relation, la relation client, on va retrouver la même chose que dans les relations personnelles ou amicales. Ce qui est le plus gênant dans l'expérience d'une relation, c'est les irritants, c'est les choses qui marchent pas. Je reprends la vie quotidienne. Si on fait pas son lit, on va se faire engueuler et ça va mal marcher. Et il faut d'abord traiter ça avant de rajouter des choses positives. Donc, on faut quand même partir des choses qui font mal, des choses qui font râler, avant de se préoccuper de rajouter des choses qui enchantent ou qui émerveillent, etc. Et ça, c'est quand même la priorité, c'est d'identifier ce qui grince. Et dans le livre, on vous donne un peu toutes les sources qu'on peut avoir pour identifier ces irritants. Alors que vous soyez une grosse entreprise avec beaucoup de données ou une entreprise plus petite ou qui commence avec moins de données, il y a toujours moyen, en fait, de connaître les irritants de ses clients en gardant des sources de communication et de feedback. Et puis, dernier sondage que j'ai lancé ce matin, alors qui n'est pas encore très conclusif, donc je vous laisse y répondre. Je vous ai partagé les liens dans le chat. Qui est responsable de l'expérience client? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est le service client? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est toute l'entreprise? J'ai mis un petit appât putaclic, clickbait en anglais, sur ma réponse à la question va vous surprendre. Je vous laisse découvrir ce sondage et y répondre vous aussi, et on vous donne toutes les réponses pendant ce webinaire aussi. En tout cas, est-ce que c'est toutes les réponses? En tout cas, c'est surtout nos points de vue pour que on puisse avoir une discussion ouverte. Voilà. On va essayer comme ça chaque semaine de commenter les sondages. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc, essayez de créer du lien vraiment entre les sondages LinkedIn, ce webinaire, et développer de plus en plus, ça c'est un de nos projets, on vous en parlera aussi prochainement, de développer de plus en plus une vraie communauté autour de l'agence, autour de nos contenus. On va faire aussi dans quelques jours, dans l'un des prochains webinaires, une présentation du livre Q2C Selling avec Nicolas Delinière, parce qu'il est quasiment écrit, et on va vous proposer de le relire aussi. Enfin voilà, on est dans une dynamique comme ça de développer plus d'esprit communautaire et de relations communautaires. J'attaque tout de suite une présentation du livre, et en tout cas de son introduction. Je mets ça à l'écran. C'est bon, voilà. Bon, toujours très fier de nos couvertures, hein, je vous le cache pas. C'est des livres qui sont sympas à avoir en main. Cette fois-ci, l'idée c'est de travailler sur l'expérience client, la remise à plat de l'expérience client, avec un focus particulier dont on va vous reparler. C'est l'idée de faire vivre une expérience client mémorable, pas à tous les clients, mais aux clients que vous voulez fidéliser. Donc, on a cette première étape dans la méthode qu'on va vous détailler autour d'une notion de segmentation pour bien identifier qui sont les clients que vous voulez fidéliser. Ça, c'est un élément important qui différencie notre méthode d'une méthode un peu plus des méthodes plus classiques autour de l'expérience client. Et puis, l'autre aspect qui est important pour nous aussi, c'est la notion d'alignement de l'expérience client entre les différents services. C'est pour ça qu'il y a, comme dans le Acquisition Strategy Design, une cartographie de l'expérience client dans laquelle on va détailler tous les leviers de l'expérience client, que ce soit au sein des opérations, des supports, des services clients, du marketing, de la communication, de la vente. On fait ce même travail de cartographie qu'on avait fait pour l'acquisition. Je vous rappelle, non, j'ai pas la place ici pour vous le présenter, mais on vous présentera à la fin à quoi ressemble cette cartographie de l'expérience client, quels sont les différents leviers qui se mettent en place.
Donc on y retrouve donc j'ai pas montré tout à l'instant la grosse bulle, le Customer Focus Canva qui est notre outil pour essayer de segmenter les clients que vous voulez fidéliser et cette cartographie. Comme tous nos livres, on a été très nombreux à y travailler. Je vous cite pas l'ensemble des contributeurs, mais Valérie a fait appel à son réseau pour enrichir, détailler le livre. Puis on a fait appel à l'ensemble des réseaux, des contributeurs de l'agence pour compléter les éléments du livre. Et on va aller, comme je vous le disais à l'instant, encore plus loin là-dessus sur le côté collectif et collaboratif de la création de nos prochains livres, avec le livre Q2C Selling qu'on vous donnera à relire et à partager. On vous l'a dit en introduction, on commence le livre aussi par une forme d'auto-questionnement qui permet de poser les choses. Quelles ont été vos pires expériences en tant que client, vos meilleures expériences en tant que client, qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence, etc. Je passe assez rapidement sur le plan aussi. Une intro, la méthode, toujours, et on va le voir dans le livre, le fil rouge de la bande dessinée sur l'histoire de la vache pourpre que vous avez commencé à découvrir dans Acquisition Strategy Design, qu'on a complété dans 3 méthodes marketing pour les RH et qu'on complète ici aussi et que vous allez encore retrouver dans les prochains livres, donc Q2C Selling, etc. Donc cette idée de petite entreprise qui est à la fois B2B et B2C autour d'outils digitaux et numériques. Et puis après, la deuxième grande partie du livre qui est la cartographie dont je vous ai parlé avec les opérations, le support, le service client, le marketing, la com, la vente et une petite conclusion. Alors pourquoi on a fait ce livre? Parce que la fidélisation coûte cher et que l'on ne peut pas fidéliser tous les clients et parce que nous pensons qu'il faut en conséquence centrer ses efforts sur les clients que l'on veut retenir. On a construit la méthode Customer Experience Redesign. C'est une méthode qui vous permet de choisir les clients sur lesquels vous voulez investir, d'aligner les équipes opérations, service client, marketing, com et vente, on en a parlé, et de bien sûr de définir et prioriser ses actions et ses investissements dans l'expérience client. Comme Acquisition Strategy Design, on est sur une approche systémique. Par systémique, l'idée c'est vraiment de voir l'ensemble de l'expérience client, de pas s'arrêter à un petit bout de la lorgnette, centré sur l'expérience client tout au long de son parcours. Tu veux compléter quelque chose, Valérie? Non, mais je pense que cette approche systémique, elle est importante parce que, et vous le verrez par la suite, on a voulu vous donner une approche globale. On vous donne des clés pour mener votre réflexion autour de l'expérience client. Après, à vous d'adapter cette approche en fonction des clés qu'on vous donne. Ça peut être sur tous les clients. Nous, on préconise de commencer par ce qu'on appelle les clients idéaux et on va en parler. On vous préconise d'avoir une approche séquentielle du parcours client parce que c'est quand même le plus simple et ce qui permet d'avoir une vision globale. Et après, à vous d'adapter vraiment en fonction de vos problématiques. Si certaines ressortent déjà, par exemple, au niveau, par exemple, de l'acte d'achat ou de l'acte de livraison. Voilà. Alors, vous allez adorer notre méthode si vous êtes convaincu que délivrer une expérience client est la clé d'une croissance durable, persuadé que tous les collaborateurs doivent s'engager dans la réussite de l'expérience client. Là, ça rejoint vraiment mon post du jour et le petit sondage du jour, que vous voulez avoir des actions qui soient mesurables et qui êtes frustré que parfois ça marche pas, que c'est difficile à mettre en œuvre. Je vous laisserai lire ces éléments-là dans le livre. La méthode va vous permettre de comprendre le parcours de vos clients. Ça, c'est un élément structurant. Construire une stratégie d'expérience client efficace, rassembler les équipes autour d'un objectif commun et donner un nouveau souffle à la relation client. Je vous passe les éléments de genèse et des qu'est-ce qu'une bonne expérience client pour avancer sur le fait qu'elle est adaptée en B2C et en B2B, bien sûr. Cette vision de l'expérience client, du parcours client, c'est un peu comme la vision du parcours d'achat dans Acquisition Strategy Design. On va retrouver ces parcours clients, quel que soit le secteur d'activité. Ils vont être différents d'un secteur à l'autre, mais
la méthodologie n'est pas propre à un secteur d'activité ou au B2C ou au B2B. Et c'est une démarche et des outils pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, des entreprises qui ont déjà une taille importante, beaucoup de services vont pouvoir travailler de façon collaborative, et pour des jeunes entreprises, on va être en capacité de penser dès le démarrage cette vision systémique de l'expérience client. Des éléments à rajouter ? Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est deux choses. Donc, il y a beaucoup de définitions de l'expérience client. On vous en a remis quelques-unes. Du coup, on s'est fait plaisir. On a donné la nôtre en disant qu'elle est le fruit des émotions et des sentiments ressentis par le client au cours de ses interactions avec la marque. Une deuxième chose, une expérience client réussie. C'est une expérience qui est au moins en corrélation avec les attentes du client ou qui dépasse les attentes du client. Une expérience client qui n'est pas réussie, c'est une expérience qui est en deçà des attentes du client. C'est pas plus compliqué que ça à définir. Et c'est tout l'objectif aussi de la phase analyse du parcours qu'on va vous montrer. C'est de voir à quel moment on est vraiment en deçà des attentes du client et quels sont ces moments clés. Et je prends juste une remarque de Philippe Guillenec qui nous a rejoint, qui a dit il va falloir aller créer cette entreprise de la vache pourpre avec toutes les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau. Alors c'est vrai que pour le moment, elle rencontre beaucoup de problèmes, des problèmes d'acquisition, des problèmes de croissance, parce qu'elle a beaucoup acquis, elle n'a pas assez fidélisé, et on pense que ses aventures vont continuer, et bien sûr, elle va s'améliorer au cours du temps. Tout à fait. Juste un petit truc que je voulais dire, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais sur le sujet des attentes, typiquement, pourquoi on se concentre sur les clients qu'on veut fidéliser, c'est parce que c'est se concentrer sur des clients qui ont des attentes trop fortes, ben on se rend bien compte qu'on va jamais pouvoir les fidéliser. Donc il s'agit aussi de choisir ses clients, et ça on le verra, aussi en fonction de leurs attentes, et d'être en capacité de pouvoir les satisfaire. Dans la vie, vous le savez, il y a des gens qui sont parfois trop exigeants, qui demandent trop. Ben, ces gens-là, si on essaye à tout prix de les satisfaire, on risque de passer à côté des autres. Oui, élément important, moi je trouve aussi, c'est vraiment de dire stop aux idées reçues. Et c'est pour ça qu'on a ce focus sur la segmentation des clients qu'on veut fidéliser. C'est pas vrai à tous les coups que un client fidèle coûte moins cher qu'acquérir un nouveau client. Je vous donne un exemple. Dans l'automobile, un client fidèle coûte plus cher qu'un nouveau client, parce que fidéliser pendant au moins 7 ans le temps que quelqu'un conserve sa voiture, ça coûte beaucoup plus cher dans la durée que d'acquérir des nouveaux clients, parce que pendant 7 ans, il faudrait être extrêmement présent auprès de ce client-là. Ça a un vrai coût, et acquérir un nouveau client va coûter potentiellement moins cher. Donc, il faut juste arrêter avec ces idées reçues et prendre le temps de se poser réellement sur la question de qui est votre bon client. Ça, c'est ce qui caractérise notre méthode. On va en reparler. Tu veux compléter, Valérie ? On va peut-être passer à la slide suivante, justement sur les clients, hein, parce qu'on s'est beaucoup penché sur on a beaucoup débattu aussi quels sont les clients sur lesquels il faut travailler dans la méthode, hein. Comme je vous le disais, on respecte tous nos clients. Évidemment, une entreprise doit respecter tous ses clients, mais en fait, oui, tous les clients ne se valent pas, parce que bien sûr, ils ont une valeur financière, et ça, l'entreprise est tout à fait capable de le mesurer, et plus elle segmente, plus elle verra quelle est la valeur de chacun de ses clients. Mais au-delà de l'engagement financier, enfin, de la dépense, il y a l'engagement des clients, quelles sont leurs réactivités par rapport aux sollicitations commerciales de la marque, la réponse aux communications de la marque, les contributions diverses qu'ils peuvent faire, hein, même en termes de co-construction.
D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vous demande aussi maintenant, c'est de co-construire avec nous. Et puis, leurs valeurs d'influence, les avis positifs postés sur la marque, la recommandation, les parrainages. On sait très bien qu'un client, tous n'ont pas la même valeur d'influence et que cette valeur d'influence, elle est extrêmement impactante pour l'entreprise dans un sens de construction de sa bonne réputation ou de destruction de sa réputation. Avec la facilité d'acquisition ensuite de nouveaux clients qui va avec. Et donc voilà, avec la méthode Customer Strategy Redesign, vous allez vous concentrer sur les clients qui en valent le coup pour construire une stratégie d'expérience client spécifique à votre activité. Ça, encore une fois, c'est l'élément clé de nos méthodes, c'est de vous permettre de construire la stratégie qui vous convient. L'idée, c'est pas de vous donner une recette de cuisine, un peu comme moi, c'est ce que je pouvais reprocher à l'inbound marketing avec cette idée que l'inbound marketing convient à tout le monde. Non, ça convient pas à tout le monde. Ce que vous entendez sur l'expérience client ne convient pas à tout le monde. Il faut prendre le temps de vous poser sur vos clients, sur votre parcours client pour aller construire la stratégie qui vous va bien. Et on vous donne les outils pour ça dans nos méthodes. C'est vraiment l'esprit de ce travail basé sur l'intelligence collective, c'est d'aller chercher les méthodes qui s'appliquent à votre entreprise et les méthodes qui vont aussi créer du consensus au sein de votre entreprise avec les différents services, en alignant tout le monde autour d'une table, en faisant contribuer tout le monde à la construction des plans d'action, en donnant une vision partagée des parcours clients, de ce choix des clients essentiels, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les autres méthodes, parce que si on crée ce consensus, si on part d'un constat qui vous est propre, ben on va avoir des stratégies qui vont être efficaces, qui vont être pertinentes pour vous et qui seront pas les mêmes que celles des autres, parce que on est tous différents. On est différents dans nos secteurs d'activité et même dans un même secteur d'activité, on va être différent parce qu'on a choisi d'utiliser des canaux différents, parce qu'on a une culture d'entreprise différente. Et c'est à partir de votre propre analyse qui se fait très bien avec nos outils, nos canevas autour d'une table avec les différentes parties prenantes, qu'on va vous aider à mettre en place la bonne stratégie pour vous et pas pour les autres. Et je crois que j'ai dit à peu près la même chose que dans cette page. Voilà. Pareil, ça vous le retrouverez aussi dans nos précédents bouquins. On va arriver à la méthode. Un petit mot de présentation de la vache pourpre, on en a parlé tout à l'heure. On retrouve l'équipe complète et même des nouveaux acteurs de l'équipe parce que ça s'étend de plus en plus. On avait Mélanie, Arthur, Emma, Ellie dans Acquisition Strategy Design. On les a renommés d'ailleurs pour être plus inclusifs. Maintenant, on avait Barbara dans 3 méthodes marketing pour les RH et on a rajouté Jade, Oscar et David sur les problématiques d'expérience client qui, on le voit, commencent à impliquer vraiment toute l'entreprise et tous les services de l'entreprise. On va continuer avec les prochains bouquins pour creuser toujours plus la compréhension de cette vache pourpre et des différentes problématiques et challenges marketing qu'elle rencontre. Alors, sous forme de BD, tu pourras y revenir tout à l'heure. Je te passe la parole pour rentrer dans le détail de la méthode Customer Experience Redesign. Alors, on va essayer de la passer, je vais essayer de vous l'expliquer en un quart d'heure, 20 minutes, et puis on laissera la place aux questions aussi relatives à la méthode. Avant de commencer, on a vraiment essayé de faire des choses simples parce que vous l'avez peut-être expérimenté. Donc, c'est une méthode en 4 étapes. Vous l'avez peut-être expérimenté soit vous-même, soit avec des consultants. Oui, moi, je ne l'ai pas dit, j'ai un gros parcours de consultant. Et ce que j'ai pu voir, hein, et pour l'avoir fait aussi moi-même, hein, j'ai pêché également dans ce domaine, on peut faire souvent des choses très compliquées quand on travaille sur les parcours. Et là, notre but est donc finalement le laisser aux consultants parce que en interne, les acteurs internes n'arrivent même pas à l'expliquer à d'autres. Et là, on a vraiment essayé de travailler sur une méthode que vous arriverez à appliquer ou à faire appliquer et à expliquer. Donc, 4 étapes.
La première, c'est le Customer Focus Canvas. Donc ça permet au travers de 7 grandes questions et de sous-questions, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions pour identifier les profils des clients idéaux auxquels vous voulez faire vivre une expérience à la hauteur de leurs attentes. Et ben, c'est des questions qui vont vraiment vous permettre de vous mettre, d'identifier quels sont ces clients idéaux, pourquoi et quelles sont leurs attentes. Puisque évidemment, la compréhension de leurs attentes et de la connaissance de leur comportement va vous aider à déterminer quels sont les bons leviers de l'expérience client. La deuxième étape, c'est le parcours client. Là, vous allez formaliser pour vos clients idéaux. Donc, ça peut être plusieurs cibles. Hein. Vous pouvez le décliner ou vous pouvez en faire un pour vos clients pour différentes cibles. Vous formalisez pour ces clients l'ensemble des interactions physiques et digitales, qu'on va appeler les moments de vérité. Pour l'ensemble de ces interactions, vous allez formaliser ces ressentis et ces émotions positifs ou négatifs. Alors, c'est important. Donc, les moments de vérité, on les décrit dans le livre. Ce sont les moments qui vraiment forgent la construction de la confiance ou la destruction de la confiance, qui sont la clé de la fidélisation client. Donc, il sera important de les identifier. On vous donne les outils pour les identifier. Lors de ces moments clés, le client a des émotions, des ressentis, positifs ou négatifs. C'est important de les identifier. Souvent, c'est des choses qu'on fait un petit peu à la va-vite dans les parcours clients parce qu'on dit, ouais, il faut le faire, mais on n'en fait pas grand-chose. Là, nous, et moi, je recommande vraiment d'y passer du temps parce que ce sont les émotions et les ressentis qui conditionnent les actions. Hein. Même si le client ne va pas vous le dire comme ça directement, va essayer de rationaliser, vous allez essayer de rationaliser, c'est ça qui conditionne les actions. Et ce qu'on recommande, c'est de les exprimer sous forme de verbatim, parce que comme on dit, une phrase vaut mieux que plusieurs rationalisations. C'est important de pouvoir l'exprimer sous forme de verbatim et de se mettre dans les chaussures des clients. Et puis, ce qui est important aussi, hein, parce que ça, je dirais, c'est un peu le cerveau droit, c'est le cerveau droit, les émotions, les ressentis. Il y a aussi le cerveau gauche qui sont quelles sont les données que vous pouvez avoir, des données d'études, si possible, des données quantifiées, qui viennent à l'appui des ressentis clients, de ce que vous avez constaté qui sont les irritants et enchantements de vos clients. Donc, c'est aussi, je dirais là, une objectivation de ce qui a pu être dit. Troisième étape, hein, une fois que vous aurez donc fait cette analyse objective, et là, cette analyse, nous, on recommande qu'elle associe vraiment toutes les parties prenantes de l'expérience client. Et je dirais la bonne nouvelle, alors, c'est pas facile à faire, ça c'est évident. Il est important que ce projet soit aussi sponsorisé au niveau du COMEX, hein, au niveau de votre direction générale, si ce n'est vous. C'est important. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on arrive quand même à mobiliser les forces vives de l'entreprise et les parties prenantes, quand l'objectif, c'est de travailler sur l'expérience client. Parce que si vous êtes au marketing, au service client et que vous mobilisez des gens pour dire je voudrais améliorer ma façon de faire, c'est moins évident. Quand l'objectif, c'est d'améliorer le ressenti et les émotions du client, c'est plus facile. Donc, troisième partie, avec la matrice d'enchantement, vous allez assigner des actions pour supprimer les irritants et enchanter l'expérience délivrée au client. Donc, nous, Gabriel et moi, on converse sur le fait qu'il faut d'abord supprimer les irritants, que ça peut être un parcours très long et de travailler sur les irritants et de travailler sur les enchantements. Donc, nous, on vous conseille de travailler d'abord sur les irritants, de se dire quelles sont les actions à mener, par qui, parce que tout n'est pas que l'affaire du marketing, de la com, du service client ou de la livraison, de la supply chain ou des ventes. Quelles sont les parties prenantes responsables? Souvent, ce sont plusieurs parties prenantes. Et là, ce qui serait intéressant, c'est que vous regardiez l'histoire de la vache pourpre, parce qu'on met en scène cette réflexion et comment différentes fonctions de l'entreprise participent de la mise en œuvre du plan d'action. Bien sûr, il y a des indicateurs, ça c'est important.
Les organisations parties prenantes, on en a parlé. Et bien sûr, elles ont des outils et des supports. Alors, soit elles ont des outils, que ce soit le CRM, des études clients, d'autres outils, tous les outils du service client, les outils de prévision des ventes, des outils que vous avez déjà et qu'il faut mieux utiliser ou mieux exploiter, ou des outils à mettre en œuvre. Et là, ça fait l'objet d'un plan d'action, certes un peu plus lourd. Et ensuite, quatrième étape, vous construisez le plan d'expérience client. Et le plan d'expérience client, donc, c'est à partir des moments de vérité, des actions à mener. Vous alignez les opérations support, service client, marketing, communication sur les investissements prioritaires. Parce que vous allez avoir plein d'actions. Enfin, j'espère que l'atelier, l'étape 3 sera créative, sera au niveau des plans d'action, mais à un moment, il faut prioriser parce que je ne vais pas, vous le savez très bien, les ressources sont rares, il faut prioriser en fonction de vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est sur certaines étapes du parcours, hein, vous allez bien voir où sont vos irritants. Hein. Je dirais qu'une façon simple, c'est de voir où sont concentrés la majorité des irritants et qu'est-ce qu'ils impactent en termes de churn client, par exemple, en termes de satisfaction, en termes de mauvais buzz. Donc là, vous allez prioriser en fonction des actions à mener, enfin, je dirais de l'importance de l'irritant, de l'importance de l'impact et aussi des actions que vous avez déjà mises en œuvre, déjà qui sont on va dire à continuer, ou de nouvelles actions à mettre en œuvre. Donc, on vous donne tout ça dans le livre, toutes les clés pour prioriser cette expérience. Petit élément en plus, c'est que quand on travaille ensemble en atelier, donc pour votre entreprise, pour construire avec vous votre plan d'expérience client, en animation d'ateliers d'intelligence collective, on a développé tous ces outils-là, on les a adaptés à des outils comme Miro, Mural, donc des outils collaboratifs à distance, pour pouvoir travailler tous ensemble sur des post-it dans ces grands tableaux de blanc géants. Et c'est aussi ce qu'on utilise pendant nos formations, où on vous fait vivre un atelier qu'on commande sur un cas fictif. On va être en capacité d'utiliser ces outils Miro. Et je pense qu'on va en discuter avec Jérémy, qu'on va essayer de créer des packs pour vous offrir ces outils et les templates Miro pour animer des ateliers ou pour l'utiliser vous-même dans votre entreprise, peut-être contre un avis, des recommandations, des posts sur LinkedIn, etc. Mais créer un package un peu cadeau autour de ces outils, parce que ça a représenté pas mal de boulot que Fatih a fait chez nous pour concevoir ces boards Miro, pour créer les bonnes matrices au bon format qui laissent de la place aux post-it à utiliser. Voilà, petit aparté, mais dire que tout ça, on l'a mis en pratique, on le met en pratique dans des ateliers, on a testé les méthodes, on les anime bien, elles sont fluides. Et elles permettent de vraiment, moi ce que je trouve hyper important, de créer du consensus, de donner une vue partagée des enjeux de l'expérience client, de choisir ensemble ce client qu'on veut fidéliser, d'avoir cet aperçu complet du parcours client et aussi, comme tu le disais, des émotions pour pouvoir, à partir de cette compréhension du problème partagé, trouver des solutions aux problèmes qui soient elles aussi partagées et qui engagent toute l'entreprise. Alors, pour revenir sur les outils, c'est vrai que le confinement, et vous l'avez vécu, a accéléré l'utilisation de ces outils collaboratifs. Mais même maintenant, on est revenu à des ateliers en présentiel, hein, enfin, quand on peut le faire. On continue à utiliser ces outils parce que ce qui est intéressant pour les gens, c'est de voir comment ils contribuent en fait en temps réel à construire un plan d'action, enfin à partager des enjeux, à partager des objectifs et à construire ensemble un plan d'action. Et on trouve ça très très efficace. Et effectivement, on vous donne certains outils dans le livre et nous, chez Minute 30, on utilise Miro. Et oui, il y aura un replay peut-être. Yes. Alors, là, on va en parler tout de suite parce que moi, j'ai très peur d'oublier. J'avais peur d'être très emportée par la démonstration.
dans le livre, après toute l'explication de la méthode, on vous donne une cartographie de l'expérience client. Alors, la cartographie de l'expérience client, on va vous en reparler, mais c'est en fait, on a modélisé toutes les disciplines qui concourent à l'expérience client et au sein de ces disciplines, toutes les spécialités qui concourent à l'expérience client. Et donc, on a détaillé 36 spécialités sous forme de comment elles concourent à l'expérience client, des conseils, des tutos, des warnings dans l'utilisation de ces disciplines. Pourquoi on a fait ça? Et c'était un gros travail. Moi, je pensais que quand on avait travaillé la méthode, ça serait plus simple. En fait, le gros travail commençait à ce moment-là, à travailler aussi avec des experts pour vous inspirer aussi sur des plans d'action concrets à mettre en œuvre. Alors, je vais faire un petit focus sur le Customer Focus Canva. On va peut-être y passer quelques minutes, Gabriel. Oui, bien sûr. Alors, le Customer Focus Canva, donc c'est la première étape. Et comme je vous le disais, il y a 7 questions clés pour vous poser les bonnes questions pour identifier les profils des clients idéaux sur lesquels vous voulez travailler. Donc, la question 1, c'est à quel client veut-on faire vivre la meilleure expérience? Et donc, je vais détailler celles-là, je n'aurai pas le temps de les détailler toutes, hein, et vous les aurez dans le Canva que vous pouvez d'ailleurs télécharger. Donc, à quel client veut-on faire vivre la meilleure expérience? Ben, c'est déjà de se dire quels sont les profils de mes clients idéaux, quelle est leur valeur monétaire, quel est leur niveau de dépense annuelle, quel est le profit généré, quel est leur coût d'acquisition, quelle part du chiffre d'affaires représente-t-il? Alors, je pense que dans vos données, en fonction de la taille de l'entreprise, soit vous avez toutes les données, soit vous ne les avez pas toutes, mais ça impose justement de se faire un peu ce travail de segmentation, hein, de se dire qui sont mes clients idéaux et quelle part du chiffre d'affaires ils représentent. Là, on a fait le travail avec la Vache Pourpre. La Vache Pourpre, c'est une petite entreprise qui a à l'occasion de ce travail sur son expérience client, fait une segmentation, définit ses clients idéaux et aboutit à leur part de chiffre d'affaires et leur rentabilité. Ce qui est important aussi, c'est de se dire quelle est leur valeur d'influence. Donc, quelle est leur activité de promotion de la marque, avis, recommandations, témoignages. Là encore, hein, soit vous avez des outils un peu sophistiqués de social listening, soit de toute façon vous lisez qui contribue à vos posts et puis par affinité, vous connaissez aussi leur valeur d'influence. Et ce qui est important, bien sûr, c'est de connaître en données dures leur profil socio-démographique ou professionnel. En B2C, quelle est leur fourchette d'âge? Est-ce que ce sont plutôt des hommes ou des femmes? La composition des foyers, est-ce que ce sont plutôt des familles, des célibataires? De quelle région sont-ils? Quel CSP? En B2B, l'activité de l'entreprise, la taille, la région, la fonction des parties prenantes à l'achat, puisqu'on sait très bien que là, le processus d'achat est un petit peu plus complexe qu'en B2C. Une deuxième question, comment achètent-ils? Là, vous allez approfondir le comportement d'achat de vos clients et essayer de comprendre toutes les dimensions de leur comportement d'achat. À chaque fois, on explique le pourquoi de la question, parce que vous allez vous dire, mais pourquoi cette question-là et pourquoi pas une autre? On vous interdit pas et ne vous interdisez pas de poser d'autres questions. Là, on a vraiment travaillé sur les questions qui nous semblaient les plus importantes avec le cercle des consultants, et puis on a été d'1 minute 30, on a été aussi challengé par ailleurs. Donc là aussi, des questions. Quels produits et services achètent-ils? Vos clients idéaux. Comment se renseignent-ils avant l'achat? Quels sont leurs critères de choix? Qui intervient dans l'achat? À quelle fréquence achètent-ils? Et sur quels canaux de vente préfèrent-ils acheter? Pourquoi décident-ils de racheter? Donc là, c'est important puisqu'on va s'intéresser aux motivations des clients pour acheter les produits, services ou solutions. Et derrière ces motivations, ça va vous permettre, pour améliorer l'expérience d'achat de vos clients, de conseiller des produits et services complémentaires à ceux que le client possède déjà. C'est important dans l'expérience client d'être conseillé de manière pertinente. Hein.
Donc là, on n'est pas du tout pour le retargeting. Proposer proactivement des produits de gamme supérieure aux clients ou mettre en place des actions de communication sur des innovations et lancements de produits auprès de ses clients. Parce qu'on considère que c'est un véritable service qu'on leur apporte en période de renouvellement. Là aussi, avec les questions associées. Comment vos clients répondent-ils aux incitations commerciales? Là, c'est important et on revient à beaucoup de communications qui se font et de réflexions qui se font sur le sujet. Il s'agit de comprendre quelle est l'appétence de vos clients par rapport à vos communications commerciales et là aussi, je dirais, de doser la fréquence de vos communications commerciales, d'adapter les médias de vos communications commerciales à vos clients pour améliorer leur expérience. Hein. Le but, c'est pas d'être dans la communication invasive. Et d'ailleurs, il y a de la littérature qui se fait sur le sujet, notamment Marketing Zéro. Là, j'en parle, qui a été publié par une Minute 30, hein, qui dit stop à cette communication invasive. Nous aussi, on en parle. Et puis bon, il y a d'autres littératures sur le sujet. Je suis en train de faire un peu avec un cercle de consultants, un recensement de toute la littérature sur ce sujet pour un marketing responsable. Et ça, c'est super important. Et ça nous fait la transition. Philippe Guillonnec, avec Patrice Lobignat, est auteur de ce livre, et il nous pose une question: comment concilier ce travail de fond avec la dure réalité du quotidien, qui est de réagir en mode panique sur des réclamations assorties de menaces? Je dirais, c'est comme tout, hein, dans la gestion d'une entreprise, on a des projets de long terme et des projets plus urgents, de plus court terme, etc., ou même des réactions de plus court terme. Et de fait, c'est aussi deux services ou deux organisations qui doivent réagir aux deux. Si vous avez un service client, c'est son rôle de gérer ses réclamations. S'il n'y en a pas, ça va être la structure qui va s'adapter pour essayer de réagir, de calmer la crise. Et puis tout ce dont on parle, et puis fondamentalement l'ensemble de nos méthodes s'inscrivent dans des logiques de plus long terme, de stratégie globale d'entreprise, d'alignement de l'ensemble des acteurs autour de cette vision commune, autour de cette stratégie commune. Donc il faut vraiment gérer les deux à deux niveaux différents. En tout cas, dans le livre, on donne des recommandations concrètes justement sur le traitement des réclamations et sur les attentes clients en termes de délai de traitement des réclamations selon le canal qu'ils ont employé pour contacter l'entreprise. Et ça, c'est un élément fondamental de l'expérience client. C'est notamment le traitement des demandes, dont les réclamations, parce que je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais une réclamation bien traitée, c'est un client fidélisé. Et ça, on le retrouve dans la partie cartographie de l'expérience client sur la partie service client. Et alors, j'ai envie de dire, dans la cartographie, c'est pour ça que c'était en fait le gros morceau du livre, au-delà de la méthode, c'était de confronter les délais qu'on avait pu noter à des spécialistes du service client qui m'ont dit là effectivement c'est ça, là c'est pas ça. Voilà, on a pris des études aussi de la DTEM sur ces délais. On a essayé de vous mettre en tout cas les best practices actuelles au niveau des traitements des délais. Voilà, beaucoup de pelotes à dérouler, en tout cas effectivement au niveau de l'expérience client. Donc là encore des questions qui vous feront avancer sur cette question: comment répondent-ils vos clients aux incitations commerciales? Cinquième question: quel est leur niveau de satisfaction? Ça c'est une question clé et on l'aborde dans le livre. Client fidèle ne veut pas dire forcément client satisfait. Et j'ai eu une belle conversation, interview avec Daniel Ray, qui est en France je dirais l'un des gourous, des têtes pensantes de la satisfaction et de la fidélisation, qui dit que c'est pas parce qu'un client est fidèle qu'il est forcément satisfait, puisqu'il y a quand même des domaines où il y a très peu de concurrence. Et donc, le client va rester avec vous parce que le coût de changer, soit on ne peut pas changer, soit le coût de changer est difficile. Mais s'il est fidèle, mais pas satisfait, il y a une chose que je peux vous prédire et qu'on peut vous prédire, c'est dès qu'il y aura de la concurrence, il vous quittera. Donc là, c'est très important effectivement de travailler sur la satisfaction, travailler l'expérience, l'adéquation entre l'expérience délivrée et les attentes clients. Et on vous donne aussi beaucoup de sources pour travailler
pour faire remonter en fait tous ces indicateurs et donner de satisfaction. Et puis, évidemment, la satisfaction, ça va vous permettre de détecter les irritants et enchantements majeurs de vos clients. 6e question, quel est leur avis? Ben là, vous allez étudier ce que les clients expriment publiquement sur votre marque et leur promotion de celle-ci. Hein. Autant dans la question précédente, vous allez recueillir l'avis de vos clients, mais au travers, du social media listening, mais surtout des études que vous pourrez faire, ou que ce soit par focus group, ou études quanti, ou études ad hoc. Et là, l'avis, c'est vraiment qu'est-ce qui se dit sur les réseaux, qu'est-ce qui se dit en place publique sur votre marque. Et quelle proposition de valeur attendent-ils? Ben, il y a un moment, c'est un petit peu une synthèse hein, de toutes les questions précédentes. Quelles sont les attentes au niveau, on va dire, transactionnel, en termes de prix, récompense des achats, facilité de paiement, les attentes servicielles en termes de sécurité, réactivité, flexibilité, choix, les attentes relationnelles, respect, interactivité, personnalisation, surprise et attentes sociétales, empreinte écologique, action sociale, mécénat. C'est vraiment 4 dimensions. Et quand on travaille d'ailleurs, et c'est un travail que je fais actuellement parce que moi je travaille beaucoup sur les programmes de fidélisation, ça a vraiment ces 4 dimensions-là. Avant, on parlait beaucoup de transactions. Après, on a bien sûr ajouté le relationnel, puis le serviciel, et maintenant le sociétal, c'est important parce que tous ces programmes-là, ils doivent donner du sens aussi à la marque et à la relation client. Alors, on a passé un peu de temps sur le Canva. Je vois qu'on a 10 minutes. Donc, vous verrez dans le livre, en tout cas, Lavage Pourpre se pose les bonnes questions. Elle utilise Miro ou pas pour mettre toutes ces idées sur les Canvas, sur le Canva des différentes questions. Elle fait la synthèse du Customer Focus Canva pour identifier les attentes spécifiques des clients cibles. Et ensuite, une fois qu'elle connaît son client, qu'elle connaît ses attentes, elle a toutes les billes en main pour travailler sur le parcours client. Donc, qu'on vous a redétaillé. Donc, le parcours client, hein, il faut se concentrer sur 4 niveaux pour le faire. C'est les différentes étapes. Donc, nous, on vous propose, si vous voulez faire simple, de le faire séquentiel. La dimension pré-achat, découverte de la marque ou du produit. L'étape d'achat, l'étape d'usage, elle est hyper importante, bien sûr, dans l'expérience client, et l'étape de renouvellement. Voilà. On a eu beaucoup de débats. Nous, à ce sujet, on voulait vous proposer une méthode simple et elle permet de couvrir vraiment le parcours client. Après, à vous de vous concentrer sur 1 ou 2 étapes hein, en fonction de vos objectifs et à vous de vous concentrer soit sur le parcours client, on va dire, en magasin, si c'est un de vos objectifs prioritaires au préalable, ou online, ou les deux. Parce que en fait, cette maquette qu'on vous donne, elle peut très bien se scinder en 2. Et on l'a testé, hein, on est passé au torture test produit, ça fonctionne bien. Voilà. Alors là aussi, on vous a donné, ça on vous en parlait tout à l'heure, les outils dédiés. Qui effectue le parcours client, là aussi c'est important puisqu'en B2B, il y a plusieurs personnes, plusieurs parties prenantes qui font le parcours client. Notamment les achats, les gestionnaires des contrats, les influenceurs du parcours client, les utilisateurs finaux. Il faut challenger toutes les étapes du parcours client. Je passe très vite hein, parce que il nous reste 10 minutes. On vous explique ce que sont les irritants et les enchantements. Aussi dans les enchantements, ce qui est intéressant, c'est quand même d'identifier ce qu'on appelle les sweet spots. Donc, les sweet spots, c'est la zone d'excellence au sein de laquelle vos concurrents ne sont pas, mais où vos cibles de clients ont de réelles attentes. Donc, on peut se dire aussi, OK, les enchantements, j'ai pas le temps de tout faire, mais il y a quand même quelques sweet spots qui sont importants chez moi, qui sont des vrais facteurs de différenciation sur lesquels je peux communiquer, sur lesquels je peux me différencier.
Donc, on vous donne en fait toutes les données qui vous permettent de qualifier l'expérience de vos clients par ordre, on va dire, de facilité de mobilisation. Si vous n'avez aucune donnée ou très peu, ce sont déjà les remontées des collaborateurs en contact avec vos clients. Ils seront contents d'être entendus et puis ils sont en liaison directe avec vos clients. Vous avez, j'imagine quand même, enfin, pour la plupart, des statistiques internes, vente, marketing, service client, que vous allez pouvoir exploiter. Il y a les remontées de vos clients sur Internet, les études externes relatives à votre marché, des études clients et les études collaborateurs, elles sont importantes. Et bon, on en parle dans le livre. Vous pouvez faire des études, on va dire quanti, au niveau de vos collaborateurs pour voir ce qu'ils ressentent vraiment à tous les niveaux de l'entreprise. On vous a mis un petit peu de contenu aussi sur les liens entre émotions positives et fidélisation. Alors, on a un Américain qui est vivant. Vous pouvez vous abonner à son blog qui publie régulièrement sur le lien entre émotions positives et fidélisation. Et c'est quand même extrêmement important parce que les émotions positives, elles ont un impact très très fort sur le fait qu'on veuille acheter davantage. On vous l'intuitiez peut-être, mais en tout cas là on a des données, des véritables données. Donc je vais passer sur tous ces éléments-là pour arriver aussi à la cartographie, passer à la cartographie. Donc comme je vous le disais, la vache pourpre vous aide à montrer comment on peut mettre en musique tous ces éléments de réflexion. La matrice d'enchantement, donc, comme je vous l'ai dit, quelles actions menées, quels responsables, quels indicateurs, quels outils et supports. Si tu peux accélérer, Valérie, pour juste présenter un peu la cartographie. Voilà, on va passer. Et naviguer. Et on y arrive. On arrive à la cartographie de l'expérience client. Donc, elle fait toute la deuxième partie du livre. Elle vous donne, enfin, on a essayé de vous donner toutes les clés et inspiration pour vraiment réaliser au bon moment les actions qui vont et supprimer les irritants et enchanter l'expérience de vos clients. Alors, on a eu beaucoup de débats. Cette cartographie, on va vous dire presque jusqu'à le mois avant le fait de terminer le livre, on l'a encore remise en cause, on l'a rechallengé. On a même challengé l'ordonnancement de la cartographie parce que nous, on a fait le choix de commencer par l'expérience client. Je vais avancer puisque effectivement la cartographie, on a fait le choix de commencer par les opérations plutôt que de commencer par la communication et le marketing. Ensuite, le service client, ensuite le marketing, ensuite les ventes, et ensuite la communication et ensuite les ventes. Et pourquoi ce choix-là, qui n'est pas forcément un choix intuitif, parce qu'on s'est dit, finalement, ces spécialités-là, le fait qu'elles concourent de manière positive à l'expérience client, ont un impact en termes d'intensité de cette expérience. Parce que vous pouvez avoir la plus belle communication, le plus beau marketing du monde. Si votre produit commandé, il arrive en retard, il arrive abîmé et que vous ne traitez pas bien les réclamations, ça détruira, on va dire, à jamais la confiance que vous avez dans la marque. Donc, voilà, la cartographie, les 36 spécialités. Certaines font partie et des opérations et du service client. Et pour chacune, je reviens en arrière. Voilà, là pourquoi la on manipule en même temps. Voilà, donc pour chacune de ces spécialités, je vais prendre par exemple les opérations. Je vais t'interrompre parce qu'on avait une question de Sylvain justement sur la partie service client. Et il posait la question de synchrone asynchrone. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut répondre aux questions. Et puis moi, je veux annoncer les prochains webinaires aussi. Donc, on va conclure sur la question de Sylvain s'il n'y en a pas d'autres. Ok. Moi, je voulais juste vous dire, pour chacune des spécialités,
Voilà, on définit le rôle dans l'expérience client, les dangers potentiels, des conseils, des tutos, des actions, un peu de culture générale et des études de cas qui, j'espère, seront inspirantes. Tu veux répondre à Sylvain sur synchrone, asynchrone? J'ai pas vu. J'aimerais avoir votre avis concernant la communication. Synchrone ou asynchrone, laquelle des deux est à privilégier? Alors, moi, j'ai envie de dire, enfin, si j'ai bien compris la question, hein, communication synchrone en fonction des médias, on va, il faut réagir très, très rapidement et en fonction des médias, il faut réagir plus ou moins rapidement. Si vous réagissez si un client réagit sur les réseaux sociaux, il ne comprendra pas que vous ne répondiez pas dans les 2 heures qui viennent. Après, asynchrone, vous n'aurez peut-être pas la réponse à toutes ces questions. Vous pouvez dire, voilà, on a pris votre question en compte et on va revenir vers vous. Je ne sais pas si je réponds correctement à la question, mais il faut répondre en fonction du média. Il y a des normes de réactivité et ensuite, il y a des normes aussi de résolution complète de la réclamation client qui est, j'ai résolu ton problème. Et là aussi, il y a des normes. Mais ce qui est important, c'est qu'il sache déjà que sa réclamation. Et puis encore une fois, ça va dépendre aussi du produit et du service. Si on est sur un produit de type télécom où il y a urgence quand ça marche pas, il faut être beaucoup plus synchrone et rapide que si on est sur des produits qui ont moins d'urgence quand ils ne marchent pas. Donc tout s'adapte et c'est bien ça. C'est bien pour ça que les réponses ne sont pas les mêmes pour chaque entreprise. Ne sont pas les mêmes pour chaque secteur d'activité et qu'il faut vraiment se faire sa propre compréhension des enjeux pour les clients, de leurs pain, de leurs attentes, de ce qu'ils vivent pour aller les traiter de façon focus, pertinente dans votre entreprise, de pas faire de la surqualité, de pas faire non plus de la sous-qualité. Merci beaucoup à vous tous pour ce premier webinaire sur le livre et sur la méthode Customer Experience Redesign. On en a 3 autres de prévus, un dans 2 semaines avec entre autres Philippe Guillonnec, Aude de Laval, où on va parler des enjeux actuels sur l'expérience client. Quels sont les enjeux de l'expérience client pour une marque? On en aura un le 12 novembre avec un focus sur la contribution à l'expérience client de la com, du marketing et de la vente. Et puis un dernier le 26 novembre sur la contribution à l'expérience client des opérations, fonctions support et des services clients. Et là, on sera ravis à chaque fois d'accueillir plusieurs experts. Une des grandes nouveautés, c'est sur notre site web, vous avez une page webinaire que je vous ai partagée dans le chat, 1minute30.com/webinaire, dans laquelle vous pouvez retrouver tous nos futurs webinaires, sauf malheureusement, mais on n'est pas encore complètement au carré, celui de la semaine prochaine, qui sera avec Rémi Le Druinec, qui est le patron de l'agence Héroïne, avec qui on a sorti ce nouveau livre, le magasin est-il mort? On y parle de return on experience, donc on continue sur l'expérience client et en particulier sur l'expérience client magasin. Petit dernier mot, je vous l'ai déjà partagé dans le chat, on serait ravis bien sûr que vous nous achetiez de ce livre, hein, s'il vous intéresse. Et on serait encore plus ravis si vous l'achetiez sur Amazon, si vous n'êtes pas anti-Amazon. Si vous êtes anti-Amazon, il est présent partout, à la Fnac, sur des sites, dans votre librairie si vous le commandez. Sur Amazon, ce qui est bien, c'est que c'est 1minute30 publishing qui est marchand, donc on gagne un tout petit peu plus d'argent. Et quel que soit le lieu où vous l'achetez, on serait ravis d'avoir des avis positifs sur la plateforme. C'est important pour la promotion du livre. Idéalement avec des photos de vous avec le livre. Si c'est sur Amazon, ça participe à la crédibilité de l'avis. Surtout si c'est un avis vérifié. Et puis sur les autres plateformes aussi. Et puis après encore sur LinkedIn, un post où vous mettez en avant le livre, ce que vous en avez pensé. C'est hyper important dans la promotion du livre. C'est des choses qui marchent très bien. Et donc, on vous sera tous très reconnaissants de faire ce petit effort.
Et en récompense, on a prévu des cadeaux pour vous. On a parlé des templates Miro. On a aussi des vidéos en cours de fabrication pour tout ça. Voilà, merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec Rémi et dans 2 semaines de nouveau avec Valérie pour continuer à parler d'expérience client. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Salut.